Oh, quel silence. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sarah Guy, je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne en tant que chargée de mission sur l'économie circulaire et plus particulièrement sur le réemploi des matériaux du bâtiment et le mobilier professionnel. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir au Totem pour parler achat de mobilier de seconde vie. Et on commence par remercier les équipes de Saint-Brieuc Armor Agglo et du Totem pour leur accueil et leur disponibilité pour la préparation de cet événement. Ce que je voulais vous présenter, c'est que ce projet, il est créé dans le cadre d'un partenariat qui existe depuis 2023 entre 4 partenaires, dont Val-d'Elia. Bonjour, donc je suis Ludivine Poher, conseillère technique Grand Ouest chez Val-d'Elia. Effectivement, on a souhaité porter ce projet de mise à disposition en fait, de mobilier de seconde vie auprès de la commande publique en 2023, parce que c'est bien de nous confier ces meubles, mais c'est bien aussi de pouvoir en acheter à la fin de la boucle. Reseco. Oui, donc Solène Bigot, chargée de mission au sein de l'association Reseco. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un réseau d'acheteurs publics engagés pour une commande publique durable. On intervient sur 3 régions, en Bretagne, en Pays de la Loire et en région Centre. Et donc notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser, former, accompagner les acheteurs à faire des achats socialement, écologiquement plus responsables. Et c'est dans ce cadre qu'on a rejoint ce projet autour du développement de la filière de mobilier de seconde vie, notamment pour répondre aux obligations de l'article 58 de la loi AGEC et outiller les acheteurs publics sur leurs projets d'ameublement en seconde vie. Le TILAB. Donc Clémence Giré du TILAB Bretagne. Donc le TILAB, si vous ne connaissez pas, c'est une structure portée par l'État et la région en Bretagne pour travailler sur des sujets problématiques dans les administrations avec les structures partenaires. Et pour, comme tu disais, du coup Sarah, le point de départ, c'est des administrations qui sont venues nous voir en nous disant mais en fait on a des gisements énormes, on a des sous-sols pleins de mobilier, mais aussi de matériel informatique. Mais de mobilier, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire ou pas. Et donc on est parti sur ce point de départ-là. Et donc nous voilà maintenant aujourd'hui à travailler sur la commande publique, puisque c'est un des gros leviers en fait notamment avec la loi AGEC du coup, pour travailler sur ce sujet. Et donc la CRES Bretagne, nous, on est tête de réseau régional et on est aussi depuis 2025 animateur du réseau des acteurs ESS bretons du mobilier professionnel de seconde vie. Et je travaille sur ce sujet-là avec ma collègue Mathilde. Toi aussi. Du coup, Mathilde Malandin, je remplace Mathilde Horry pendant son congé maternité sur les coopérations économiques et les achats responsables. Et voilà. Et du coup, pourquoi ce projet est né? Vous avez entendu, il y a eu différents constats qui ont mené à la création de ce projet. Tout d'abord, le fait qu'il y a du mobilier de qualité en gisement en Bretagne, qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent pour proposer du mobilier en réemploi, et aussi que les acheteurs, à la fois avec la loi AGEC, mais aussi dans le cadre de préoccupations RSE, sont intéressés par le mobilier de réemploi. Mais tout ça ne se rencontrait pas encore. Donc le projet, il existe pour lever les freins et permettre que l'offre et la demande se rencontrent et structurer une filière régionale de mobilier de réemploi. Le projet, il nous a déjà permis d'organiser plusieurs événements, de créer des formations, différents outils. Donc il existe quand même depuis de nombreuses années. Vous pourrez trouver toutes ces ressources à disposition. Et donc aujourd'hui, on vous propose une visite apprenante qui va se dérouler en 4 temps. Donc on démarre tout de suite par une table ronde de retour d'expérience, puisque Saint-Brieuc Armor Agglomération, dans le cadre de la transformation, de la réutilisation du Totem, vous direz ça mieux que moi, a souhaité meubler avec du mobilier de seconde vie. Et donc ils vont nous expliquer comment ils s'y sont pris. Comme ça vous donnera des idées pour vous. Ensuite, il y aura une visite, ça vous permettra de découvrir différents espaces autour de nous et du mobilier de seconde vie. Et ensuite, ce sera le temps des speed meetings, avec jusqu'à 4 rendez-vous de 15 minutes par personne. Et enfin, à la fin de la journée, parce qu'on est un peu sûr que vous aurez commencé des discussions que vous n'aurez pas eu le temps de finir, donc il y aura encore une demi-heure d'échange informel pour discuter avec tous les gens que vous n'aurez pas eu le temps de rencontrer avant. Et donc ça terminera à 17h30. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'exemple de Saint-Brieuc Armor Agglomération, c'est l'exemple d'un très gros projet. Hein. Le Totem, c'est quand même un bâtiment de 6000 m². Tous les projets ne sont pas de cette taille-là. Ce qu'ils vont vous présenter, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire. Il y a plein de ressources qui ont été créées, qui sont à disposition et qui peuvent vous aider dans vos réflexions sur votre propre projet. Je vous ai mis en photo quelques-unes des ressources disponibles qui sont aussi dans le hall
et que du coup vous pourrez repartir avec ou avec les QR codes pour avoir la version numérique. N'hésitez pas à les utiliser. L'idée, c'est de faciliter la vie de tout le monde. Donc ces ressources-là, il faut qu'elles servent et qu'elles vivent. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous aussi, sur ce temps pour nous poser des questions si ça peut vous aider dans vos projets. Et je laisse la parole maintenant à Ludivine qui va animer cette table ronde et je propose à nos intervenants de venir vous asseoir pour qu'on puisse démarrer. Bon après-midi à toutes et tous. Alors, merci à tous d'être présents pour cette table ronde. L'idée, c'est vraiment pour nous de porter à connaissance ce qui peut se faire et de bénéficier de votre retour d'expérience en fait, sur ce beau bâtiment du Totem. Du coup, je vais demander à chacun de se présenter et de rapidement présenter sa structure. Sophie, tu veux commencer ? Bonjour, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sophie, donc je fais partie de l'entreprise La Volumerie, qui est une agence atelier ressourcerie située à Bron, dans les Côtes-d'Armor. Mon rôle au sein de cette entreprise a d'abord été d'être valoriste pour m'occuper justement de tout ce qu'on avait en stock. Et j'accompagne aussi à l'atelier en métallerie. Bonjour à tous, donc moi c'est Eric Bernard, je fais partie de Penthièvre Action. L'association porte de l'hébergement et porte également des ateliers chantiers d'insertion, dont une ressourcerie qui fait de la collecte auprès des particuliers et puis qui fait également de la collecte de mobilier professionnel. Bonjour à toutes et à tous, Bruno Bezit, je suis maire de Ploufragan et je suis conseiller délégué communautaire de l'agglomération en charge pour un second mandat de l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, et puis un peu d'insertion. Bonjour, je suis Roxane Troletti-Cotet et je suis acheteuse à Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Bonjour, Florence Webb, je suis également acheteuse à Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Merci pour ces présentations. Alors nous voici réunis au Totem, qui est devenu un lieu fédérateur, agréable et fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Mais il y a eu pas mal de travaux entre-temps. Du coup, est-ce que Monsieur Bezit, vous pouvez nous parler de l'histoire de ce bâtiment et aussi quelle a été la genèse du projet ? Alors effectivement, ce projet, alors ce bâtiment, c'était une ancienne CAF. D'ailleurs, quand on parle de ce bâtiment, on dit le Totem, mais on dit souvent l'ex-CAF. Pour la plupart des briochins, bâtiment qui a été abandonné par la CAF lorsqu'ils ont déménagé sur Ploufragan en 2013. Donc une friche industrielle en plein centre-ville, avec beaucoup d'atouts, ne serait-ce que par son positionnement à 2 pas de la gare, en plein centre-ville de Saint-Brieuc. Donc un atout que les élus souhaitaient mettre en avant. Et donc en 2022, s'est posé la question effectivement de l'avenir de ce site-là. Démolition, reconstruction, c'est pas l'option qui a été choisie. L'idée, c'était de se dire comment on réfléchit différemment par rapport à ce qu'on a pu faire les décennies précédentes. Et au lieu de démolir et de reconstruire, pourquoi on ne travaillerait pas sur un projet de réhabilitation d'un site tel que celui-ci, vous le disiez tout à l'heure, plus de 6000 m² d'espace disponible, donc vraiment un très très gros projet pour le site. Et l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. C'était vraiment de développer des lieux d'accueil pour les acteurs économiques au niveau de notre territoire de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, ça c'était l'idée. Et puis créer un lieu dédié à l'innovation technique, l'innovation sociale.
Vraiment un lieu où les acteurs pourraient se retrouver pour créer des synergies de fonctionner entre elles. Lieu qu'on avait un peu déjà expérimenté, puisqu'on avait un petit totem de l'innovation beaucoup plus intimiste, entre guillemets, parce que c'était 300 mètres carrés, je crois. Mais proche de la gare également, de l'autre côté, où on a pu commencer à tester un peu ces lieux de travail ensemble. Donc voilà, l'idée du totem, c'était vraiment celui-là. Ok, donc effectivement une belle volonté de circularité et puis d'intégrer aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Eric, est-ce que tu peux nous parler de l'aménagement de ce totem expérimental qui avait effectivement été aménagé déjà en mobilier de réemploi il y a quelques années? Alors oui, nous on est intervenu sur le petit totem, voilà, puisqu'on avait récupéré par l'intermédiaire de Ludivine une table de ferme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, pour lequel on a refait le plateau entièrement, qui aujourd'hui sert en table de salle de réunion. Et puis on avait récupéré un ensemble de chaises sur un fonds de stock chez MMO, pour lequel on avait refait l'ensemble des assises en tapisserie d'ameublement. Voilà. Donc c'était un projet qui était intéressant. Oui, donc MMO, gros fabricant de mobilier breton qui a malheureusement fait faillite il y a quelques années, mais effectivement on avait pu récupérer les fins de stock de sa production. En 2 mots, Monsieur Bezit, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et les usages du totem aujourd'hui ? Alors, effectivement, alors, juste pour rebondir sur la suite un peu de tout à l'heure, parce que je n'ai pas été au bout de la démarche, parce que je suis vraiment parti déjà un peu sur le rôle du totem avec ça. Mais l'histoire du totem, c'est aussi le croisement de 2 sujets. Donc, je parlais de la friche tout à l'heure, mais également le sujet de l'économie circulaire, sur lequel l'agglomération s'est inscrit de façon durable en inscrivant notamment dans son projet de territoire qui a été réécrit et voté en 2021 la question de l'économie circulaire comme un axe fort. Et à ce titre, on a candidaté, on a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME Bretagne pour être territoire économe en ressources. C'est vraiment le croisement de ces 2 projets, territoire économe en ressources et réhabilitation du bâtiment du totem de la baie qui a fait qu'on a pu en arriver à ce projet. Lors des premiers éléments de territoire économe en ressources, on avait notamment organisé un week-end qu'on avait appelé le Réamp, et on avait créé un petit challenge avec des acteurs locaux, des petites entreprises, des acteurs des associations de l'économie sociale et solidaire pour détourner de leurs usages principaux des matériaux issus de la déconstruction des tours de Balzac, pour ceux qui connaissent Saint-Brieuc, mais aussi de ce bâtiment. Donc déjà, une première idée de comment on pouvait détourner, réutiliser un certain nombre de ces projets. Très bien. Alors Florence, vous allez peut-être pouvoir nous dire effectivement comment les idées sont venues, comment le mobilier s'est invité dans cette réhabilitation qui à la base constituait plutôt le bâti. Oui, bien. Comment l'idée du mobilier est venue dans le totem? C'est vrai qu'à la base, c'était pas forcément un projet de réemploi, comme ça vous pouvez être vu. Puis en fait, oui, avec tous le TER, le territoire économe en ressources, ça s'est intégré ensuite dans ce projet de totem. Et ensuite, c'est un peu en voyant les matériaux qu'il y avait dans ce bâtiment, notamment, en fait, l'idée a germé principalement en voyant les belles portes qu'il y avait dans ce bâtiment. Il y en avait beaucoup, elles étaient en très bon état. Et du coup, l'idée est venue de se dire, ces belles portes qui avaient pu être testées au moment du Réamp, on s'est dit, ces belles portes, ça pourrait être des beaux bureaux, en fait. Et l'idée est venue de faire un projet assez global au niveau du réemploi, comme ça avait pu être fait dans le mini-totem, on en a parlé, et de partir sur cette idée, voilà, le totem, c'est le réemploi, avec du mobilier réemployé, quoi, du coup. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'être attablé autour de ces portes qui sont devenues des très jolies tables. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la phase de définition des besoins que vous avez eue et toute la rencontre avec les acteurs du territoire ?
Alors, la définition des besoins, en fait, elle s'est fait un petit peu en plusieurs temps, déjà, parce qu'il y a eu, ça s'est fait conjointement aussi avec le designer, qui était un peu garant de l'aspect global du bâtiment et qui a pu, en fait, faire des plans avec l'ensemble du mobilier qui allait être nécessaire pour meubler le bâtiment. Donc, de là, on a pu partir sur un inventaire quand même assez global du mobilier qu'il allait falloir. Donc ça nous a donné quand même une idée un peu du volume de ce qu'il nous faudrait. Et donc du coup après, c'est là qu'on on a lancé une partie de sourcing parce que c'est un projet qui finalement s'était jamais fait à cette ampleur. Déjà là on est sur 6000 m², dont 3000 minimum qu'il fallait meubler. Et jusque-là, voilà, on n'avait pas encore eu l'occasion de faire ce genre de choses. Donc on savait que de toute façon, il fallait passer par une partie de sourcing qui vraiment a joué beaucoup, a un rôle très important dans ce projet. Oui, alors c'est vrai qu'on avait travaillé effectivement avec votre collaboratrice sur qu'est-ce qui était réaliste ou pas sur cette grande liste de mobilier que vous aviez de demander en réemploi. Donc on avait un peu travaillé là-dessus. Et moi, ce que je trouve fabuleux dans votre projet, c'est qu'on sent vraiment que vous êtes allé chercher des acteurs du territoire dont l'économie circulaire n'était pas le métier de base, mais où vous avez eu à cœur d'élargir en fait leurs activités à l'économie circulaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de leur réaction? Comment ça s'est passé à l'époque? Comment ils ont pris la chose et le levier de la commande publique? Alors du coup, effectivement, ouais, c'est des acteurs qui sont relativement éloignés de la commande publique, enfin en tout cas à l'époque. C'était vraiment nouveau. Donc en fait, l'idée, c'était déjà de discuter avec eux, d'expliquer ce projet et en fait de montrer aussi qu'on était là pour accompagner. L'idée c'était de montrer que on pouvait faire les choses simples et avec eux, et aussi du coup en fait l'idée c'était aussi de discuter avec eux pour connaître les possibilités, qu'est-ce qui était effrayant, qu'est-ce qu'ils étaient en capacité de faire, comment en fait on pouvait avec nos partenaires, enfin du coup avec les futurs partenaires, aller jusqu'au bout de ce projet et poser des questions aussi même, qui paraissent comme ça un peu simples mais qui étaient vraiment importantes. C'était des questions par exemple de stockage. Est-ce qu'ils avaient la capacité de stocker ou comment est-ce qu'il fallait qu'on s'arrange? Et voilà, en fait on a pu du coup, on a discuté avec beaucoup de personnes. En fait j'avais pu participer en 2023 à un atelier, une journée organisée par ResEco autour du mobilier réemployé. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer déjà pas mal de partenaires, des entreprises qui étaient soit déjà sur le réemploi ou qui voulaient se lancer dans le réemploi. Donc on est parti d'une petite base où on savait qu'il y avait des entreprises qui pouvaient être intéressées par ça. Et du coup, après, on a élargi effectivement avec des partenaires locaux ou des entreprises, des ressourceries, des chantiers d'insertion, etc. Et on les a rencontrés pour vraiment instaurer un dialogue et construire notre marché de la façon la plus viable possible après. C'est vraiment une belle démarche et une belle dynamique que vous avez lancée là. Après, ça appelait aussi du coup des typologies de marché un peu particulières. Roxane, est-ce que tu peux nous parler du système d'acquisition dynamique notamment? Alors moi, j'ai pris des notes parce que je veux essayer d'être synthétique, parce que je pourrais parler des heures de ce marché. Donc, on a choisi de partir sur un système d'acquisition dynamique parce que ça permettait le plus de souplesse possible. Donc, le principe, c'est que c'est une technique d'achat pour les achats courants. Donc, on s'est dit que les meubles, ça pouvait être considéré comme des achats courants. On était à la limite. Et le principe, c'est que ça se passe en 2 étapes. Il y a une première partie candidature, où les entreprises, les structures candidatent pour rentrer dans le système, c'est-à-dire qu'on les agrée. Et là, la particularité sur cette phase-là, c'est que contrairement à un marché classique, les entreprises, les structures peuvent candidater tout au long de la vie de ce système. Donc là, en l'occurrence, 4 ans. Et la deuxième étape, c'est de déposer une offre. C'est-à-dire que là, on lance un petit marché qu'on appelle un marché spécifique, où là, il y a vraiment, c'est très concret, il y a juste, on décrit simplement ce dont on a besoin, la quantité, etc. Et donc là, les entreprises n'ont plus qu'à remettre leur offre.
Et ça, on n'interroge que les structures qui sont agréées à l'instant T où on envoie notre marché spécifique. Et là, les candidats répondent ou non selon leur plan de charge, selon leurs possibilités. Donc on voit bien la flexibilité là, à ces deux stades-là, à la fois au stade de la candidature où ça peut être ouvert tout le temps, et au moment de l'offre où à la fois nous, on n'a pas besoin de tout savoir dès le début, à quelle période on va commander quoi, exactement la quantité. Il peut rester des flous jusqu'à qu'on lance le marché spécifique. Donc pour l'acheteur, c'est plus simple, et de la flexibilité pour les entreprises de répondre ou non si elles peuvent ou pas à l'instant T, quoi. Voilà le principe. Merci pour ces précisions. Du coup, le système d'acquisition dynamique, c'était quelque chose de nouveau pour vous. Comment s'est passée la rédaction de ce marché un peu atypique, et qu'est-ce que vous retenez qui a été différent en fait par rapport au marché que vous aviez l'habitude de lancer en mobilier? Alors déjà, c'était pas entièrement nouveau parce que j'en avais déjà rédigé, mais pour les véhicules. Pour les véhicules d'occasion, c'est assez classique de passer par ce système, sinon on ne peut pas vraiment en avoir d'occasion. Donc j'en avais déjà rédigé en véhicule, mais pas du tout en mobilier, et je pense que ça n'avait jamais été fait. Personne ne s'est encore manifesté pour me dire « si, moi j'avais fait ». Donc je pense que c'était nouveau. En général, les mobiliers, c'est plus des accords cadres à bon de commande. Par contre, on a vu dans notre benchmarking que pour le coup, c'était souvent au choix entre du réemploi ou du neuf, et que c'était finalement plutôt du neuf qu'on achetait avec. Donc nous, on voulait qu'il n'y ait pas d'alternative au neuf. Donc on est passé par ce système-là. Il y a eu un gros travail sur les catégories. Ça, c'est ce qui pourrait s'apparenter au lot en système d'acquisition dynamique. Donc on les a fait par type de mobilier. Donc il y avait le bois métal, l'assise tissu, les luminaires, là je reprends mes notes, les conceptions aménagement d'espace, etc. Je dirais que dans l'écriture, par rapport à un marché classique, il y a un peu plus de souplesse. Le formalisme est un peu moins contraint. Voilà. La grosse différence aussi que moi j'ai trouvée, c'est que c'était plus intéressant. Parce que quand on défriche, c'est toujours plus sympa de chercher comment on va faire que de refaire le 10e marché identique. Voilà, ça c'est personnel. Ce qu'il y avait aussi de différent, c'était de réussir, alors ça c'est dans les marchés spécifiques plutôt, quand on décrivait vraiment ce qu'on voulait. Ce qui était en tout cas pas forcément tout le temps dans nos habitudes, c'est de réussir à décrire ce qu'on veut, mais sans se fermer non plus. Parce que là, forcément, les réponses allaient être selon les structures, selon leur façon de travailler. Donc il faut quand même dire ce qu'on veut, à quoi ça va servir, et pour autant, il ne faut pas que les 3/4 des structures se disent « Ah bah non, moi c'est pas ça que je fais ». Donc il y avait ça, et ce travail sur l'harmonisation aussi quand même, pour que ça ait un rendu final intéressant. Et l'autre sujet, pas des moindres, c'était aussi de s'adapter à des structures qui n'ont pas forcément besoin, l'habitude de la commande publique. Ouais. Voilà, vous avez vraiment eu à cœur de faire quelque chose de simple, accessible. Quelles questions vous vous êtes posées? Comment vous avez répondu à ces défis de rédiger pour des gens qui n'étaient pas du tout habitués à répondre à des marchés? Alors pas tout le monde, il y en avait un peu qui connaissaient, mais la majorité, c'était vraiment... beaucoup connaissaient pas la commande publique, en tout cas pas de système d'acquisition dynamique. Donc c'est vrai qu'on a eu à cœur d'être le plus pédagogique possible et de simplifier au maximum nos pièces, etc. Donc là, ça va être un peu une liste à la Prévert, mais... par exemple, on a fait une infographie explicative du système qui avait déjà dans les pièces de marché dès le début. Donc, outre la phase de sourcing où déjà il y avait une explication, il y a eu déjà des informations transmises là, mais voilà, au niveau des pièces de marché, il y avait l'infographie. Dans chaque marché spécifique, moi j'y ajoutais aussi une notice qui indiquait, voilà, vous avez été agréé, à présent on lance un marché spécifique, il faut nous donner telle pièce, voilà, très didactique comme ça. On faisait en sorte de réduire au maximum les pièces que les structures devaient nous remettre pour remettre une offre. Et on a mis toutes les pièces administratives vraiment en fin de course, que pour la personne, que pour la structure qui avait remporté le marché. Ça, là, il y a un peu plus de motivation à les donner, puisqu'on sait que c'est bon, on va vendre, on va avoir de l'argent. Donc, il y a un peu plus de motivation à remettre les documents administratifs à ce moment-là. On a fait en sorte que les documents soient le plus synthétiques, les plus courts et les plus simples possibles. Donc on a enlevé des gros pavés de ce qu'il y a parfois dans les marchés publics. On a souhaité vraiment lever les freins au maximum. Donc les freins, là j'ai vu plutôt de
lecture et d'habitude de commande publique, il y avait aussi des freins économiques qui avaient été relevés pendant le sourcing. Et là, on a pris sur nous de proposer une avance à 40% sans sûreté bancaire. Donc là, c'est quand même, c'est pas rien, c'est très rare, je pense. On a tout simplement fait le calcul du bénéfice et du risque. Chaque marché spécifique n'était pas très élevé. Le montant de chaque marché n'était pas très élevé. Et si on ne mettait pas cette avance-là en place, on risquait d'avoir aucune offre. On s'est dit, bon, bah, si sur un marché spécifique, on perd cette 40%-là d'avance, tant pis. On aurait été embêtés, mais voilà, ça a été une petite prise de risque. Au final, tout s'est bien passé avec cette avance-là. On a tout eu. Et je dirais que le fait que c'est un système d'acquisition dynamique, ça permet d'avoir une relation un petit peu plus proche avec les structures et du coup de les faire monter en compétence aussi entre, par exemple, une structure qui avait déposé une offre et qui n'avait pas gagné. C'est plus facile entre deux marchés spécifiques de revenir vers la structure en lui disant bah voilà, dans ta réponse peut-être t'as pas bien valorisé ce que tu fais, c'était pas écrit dedans, du coup nous on peut pas faire grand chose, mais écrit, enfin voilà, c'est un exemple, mais voilà, ça permet des échanges un peu plus proches, c'est intéressant. Oui, c'est ça, davantage de proximité pour co-construire finalement ces offres. Est-ce que vous avez eu, je crois, des lots qui se sont révélés infructueux et comment vous en êtes sortis ? Alors, ça nous est arrivé, alors soit on les a relancés, il y a pu avoir des sujets de timing, enfin voilà, c'était pas la bonne période, on contacte, on dit mais pourquoi vous n'avez pas répondu à ce marché spécifique ? Eh ben, parce que j'avais pas le temps à ce moment-là, bon bah on relance. Et des fois on a demandé des choses qu'il n'y avait pas en réemploi, qui avaient eu à un moment donné, donc on s'était dit bah c'est bon, on se lance. Je pense aux phones, je sais pas comment ça s'appelle, les cabines phones. Les grosses cabines phoniques. Les phone box, merci. Je l'ai pourtant écrit, mais pour les phone box par exemple, bah voilà, ça c'était infructueux parce qu'en fait, il y a eu un moment il y en avait et puis elles ont dû partir et après impossible d'en retrouver. Bon. Okay. L'échec fait partie de la réussite. Du processus et de la réussite. Ok, bah merci pour ce témoignage. On reviendra après sur les difficultés effectivement des acteurs à répondre. Je peux dire un petit truc ? Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand on sera sur les tables, on n'a pas beaucoup de rendez-vous, j'ai les pièces du marché spécifique d'un exemple, si vous voulez venir jeter un œil. Voilà. Je fais notre pub. C'est ça. Faciliter aussi auprès des futurs rédacteurs de marché. Je vais interpeller Sophie. Du coup, alors vous étiez avec la volumerie déjà pas mal habituée à répondre au marché public. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment vous avez eu connaissance de ce marché et puis quelle appréhension vous aviez ou pas des marchés publics et quelle expérience vous avez pu en avoir et quel a été le retour de celle-ci en tant que lauréat ? Oui, alors donc au sein de la volumerie, c'est Alexandra Legros qui s'occupe de la réponse des marchés, donc je vais rapporter un peu ses dires. En fait, on a eu connaissance de ce marché parce qu'on avait répondu au totem expérimental, mais on n'avait pas été lauréat. Et donc Mélodie nous avait renvoyé le marché suivant ici. Donc la volumerie, ça fait une dizaine d'années que l'entreprise existe et qu'elle répond depuis toujours aux appels d'offres. Donc c'est plutôt habituel de le faire. Mais là, la spécificité du système d'acquisition dynamique, clairement, ça a simplifié la lecture du marché. Ça donnait vraiment envie de répondre. Et puis, c'était adaptable par rapport au planning, à ce qu'on pouvait... par rapport à notre planning aussi, ce qu'on était en capacité de faire à ce moment-là. Voilà, donc très simple à lire et répondre, très synthétique. Et le contact avec l'équipe aussi a été facile. Si on avait des questions, l'échange était vraiment fluide. Il y a parfois cette notion de difficulté d'engagement, où ça fait un peu peur de s'engager dans un marché public parce qu'on se dit ah là là, si on gagne, et puis que après on n'arrive pas à suivre en production. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Est-ce que vous connaissez d'autres acteurs qui ont pu avoir ce type de réflexion ? Là, je ne saurais pas trop dire. C'est vrai que du fait qu'on ait l'habitude, même dès le début où ils étaient que 2 au sein de la volumerie, ils se sont tout de suite un peu engagés là-dedans à découvrir les marchés. Et je pense que c'est vraiment une habitude de lecture
qui se fait au fur et à mesure, et le premier dossier qui va être fait pour la première réponse, de le réutiliser, de l'améliorer par rapport au retour des notes qu'il peut y avoir aussi sur les marchés. Donc je pense que faut s'y mettre, et petit à petit c'est une expérience qui se fait, on s'habitue, et on a de plus en plus envie de répondre, je pense. Merci pour ce retour des pionniers de l'ESS, de la réponse au marché public. Eric, est-ce que tu veux nous faire part de ton expérience plutôt en acteur ressourcerie généraliste, issu de l'insertion? Comment vous vivez ces marchés publics qui sortent en réemploi, et est-ce que c'est facile pour vous d'y répondre? Moi, je vais rebondir justement sur la question que tu viens de poser. C'est vrai que nous, sur le totem expérimental, le petit totem, on a pu apporter quelques éléments de réponse en plus en gré à gré. Sur le gros totem, même si les lots étaient vraiment très très bien construits en petits lots, par rapport à notre taille de structure, c'était compliqué de pouvoir y répondre techniquement. Et puis aussi, sur ce que tu disais, sur ce frein psychologique aussi qu'il pouvait y avoir auprès des encadrants techniques ou même auprès des personnes qu'on accompagne, de perdre la compétence, de répondre au marché, de perdre la compétence parce que les personnes ne sont plus en accompagnement. Donc on n'a pas répondu sur le grand totem. Après, c'est vrai que nous aujourd'hui on travaille avec quelques collectivités. En l'occurrence, en ce moment, on travaille avec la mairie de Saint-Aron en gré à gré, sur des petits volumes, parce qu'il faut aménager 2 bureaux dans la mairie, parce qu'il faut aménager les services techniques. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que ça permet aux collectivités en fait d'impliquer le personnel des collectivités qui viennent choisir dans la ressourcerie et qui s'acculturent aussi du fonctionnement de la ressourcerie. Et c'est une autre façon aussi de pouvoir répondre à la loi OGEC, de rentrer dans le cadre du réemploi et de sensibiliser les acteurs et les acheteurs sur la notion de ce que nous, on est en capacité de faire. Oui, merci pour ce témoignage où effectivement, c'est pas toujours facile de répondre à un marché public. Après, dans les collectivités, il y a beaucoup de services usagers. Je pense que tout ne passe pas par des marchés non plus, et tout ne passe pas par le service marché. Et c'est vrai que multiplier en fait les achats comme ça en gré à gré sur des petits espaces à aménager, ça permet de plus nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire de rentrer sur ces thématiques, et aussi même sur les acteurs plus conventionnels qui font aujourd'hui du mobilier de seconde vie, mais où on ne va pas avoir des quantités, des lots incroyables de 100 pièces identiques. Donc aménager des petits espaces, ça peut être plus facile sur ces thématiques de réemploi de rentrer. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez réalisé pour le totem ici dans le bâtiment? On le verra tout à l'heure aussi, et tu pourras nous les présenter là-bas. Et d'après toi, quel est l'intérêt en fait pour un acheteur public de passer par une structure du territoire telle que la vôtre? Et qu'est-ce que vous en retirez? Donc on a eu 2 lots au sein du Totem Innovation. Donc dans les 2 lots, c'était création sur mesure et chinage, donc réemploi en l'état. On a pu, nous dans les créations, on essaye de réutiliser au maximum du matériau de récupération qu'on a pu récupérer sur du démontage d'exposition par exemple. Et donc on a participé à la cafétéria qui est derrière vous. On a donc chiné des tables basses, des fauteuils, et fabriqué les grandes tables hautes et les banquettes. En sachant que les piétements des tables hautes ont été, les piétements en métal viennent donc d'un démontage d'exposition au musée d'art de Nantes. Et au 8e étage, l'espace lounge, on a fait aussi beaucoup de chinage et création de tables hautes entre les poteaux en béton. Vous verrez, vraiment sur mesure entre chaque poteau en béton. Et des poufs on a pu rajouter des petits guéridons, des petites tablettes. Ces poufs-là, c'est pareil, c'est de la récupération d'une exposition de la Cité de l'économie
d'il y a quelques années. Et ce qu'on a rajouté, tubes en métal et les petites tablettes en bois, pareil, c'est que de la récupération ou des restes de projets qu'on avait au sein de l'agence. Et sur l'intérêt pour Saint-Brieuc-Armor-Aglo de passer par une structure comme la vôtre, qu'est-ce que toi tu as ressenti ? Donc on est vraiment pas loin, on est à Bron, donc l'intérêt aussi d'être pas loin justement pour la question du stockage. En termes de livraison, on a pu aussi adapter les livraisons en plusieurs fois, de ne pas avoir tout à stocker à la volumerie. Surtout qu'en chinage, ça demande quand même pas mal d'allers-retours en fait, avec les usagers pour être sûr que ça leur convienne en termes d'esthétisme, en termes d'utilisation. Donc le fait d'être vraiment pas loin, ça simplifie énormément les choses. Et pour la création de mobilier sur mesure, c'est pareil, pour pouvoir s'adapter et être pas loin. Enfin, c'est parfait. Et en plus, on a pu aussi, en termes de chinage, aller dans les ressourceries locales pour s'adapter et être toujours dans le secteur. Alors c'est vrai que la question du stockage, elle revient beaucoup. Alors elle revient à juste titre quand tu as déjà fabriqué et que du coup ça reste dans ton atelier le temps que le bâtiment puisse l'accueillir, avec toutes les réserves de travaux qu'il peut y avoir parfois, ou des fois le stockage s'allonge. Et puis c'est aussi un des arguments qui vient favoriser le gré à gré, c'est que en fait stocker un mobilier pour répondre à ce marché spécifique, pas savoir si on va être retenu, avoir les réponses dans 5 mois, livrer dans 9 mois, en fait c'est extrêmement compliqué pour un acteur du réemploi, parce que on vient allonger le temps de stockage, qui est un coût qu'ils ne peuvent pas vous répercuter, sinon on viendrait complètement exploser les prix. Donc c'est des choses qu'il faut que vous ayez en tête aussi en tant qu'acheteur, c'est que c'est pas parce qu'on vous présente tel produit que ça va être une photo très très contractuelle que vous allez avoir dans le marché, mais du coup il faut avoir un peu d'ouverture là-dessus, tout en sachant que on a des acteurs qui font des produits qui sont beaux et pour lesquels je pense qu'il n'y a pas de déception. Pardon, si je peux me permettre, justement le système d'acquisition dynamique permet d'aller plus vite aussi dans les réponses apportées aux candidats. Alors je dis pas qu'on a tout le temps réussi, mais en grande majorité du temps, on répondait quand même assez vite. Donc c'était, je pense, un des points qui facilitait un peu. Alors, on est moins bon quand même qu'un privé qui vient regarder et qui repart, mais en tout cas, on tâchait de s'améliorer sur le sujet et le système d'acquisition dynamique permet d'être plus rapide. Oui, effectivement, il y a cette rapidité de retour d'information. Il y a aussi cette possibilité sur les marchés en seconde vie de choisir parfois les coloris, des tissus. Donc ça implique que il peut y avoir des allers-retours aussi avec vos designers, avec vos équipes travaux. Donc c'est intéressant aussi et ça fait qu'on n'achète pas forcément des choses façon catalogue, mais ça permet quand même d'avoir des aménagements qui sont très adaptés aux locaux. Juste pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure, au problème de capacité, comme on demande quand même des volumes qui peuvent être parfois assez importants, on avait évoqué avec les entreprises la possibilité de se grouper pour répondre. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu, pas vraiment beaucoup d'entreprises qui se sont groupées, mais ça reste une possibilité. On n'est pas obligé de répondre seul parce qu'effectivement, on n'est pas forcément en capacité de faire un volume exact qui est demandé, mais on peut se grouper. Et c'est pas plus compliqué en fait de répondre en groupement. C'est ça, alors c'est tout à fait des choses qu'on essaye de favoriser avec le projet qui nous amène là aujourd'hui avec CRES, RESECO et TILAB, c'est essayer de favoriser les groupements. Alors soit entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, aussi créer des groupements entre des acteurs de l'ESS et des acteurs plus conventionnels qui sont plus habitués aussi à répondre au marché public et qui ont plus les ressources humaines et bureaux d'études pour opérer ça. Donc effectivement, le monde du réemploi est assez petit et communique très bien entre ces acteurs. Donc c'est assez facile finalement de constituer des lots et de pouvoir fournir des réponses maintenant qu'on fait des événements où tout le monde se connaît. Je m'adresse à vous, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, tous les trois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des résultats peut-être chiffrés d'abord de cette démarche d'ameublement ? Je peux souffler des chiffres si vous voulez. Alors on se regarde, on n'a plus les chiffres exacts.
On est à plus de 400 mobiliers installés. Alors quand je dis mobilier, c'est une table, c'est un mobilier. Mais voilà, c'est quand même conséquent. C'est 3000 mètres carrés de meublé en réemploi. C'est combien? C'était marqué sur la fiche. 415, on n'était pas loin. Oui, ah oui, attends, je vais reprendre. C'est tout écrit sur la feuille. Alors, on a rédigé 11 marchés spécifiques qui ont été fructueux, donc avec quelques-uns infructueux. Donc 415 mobiliers qui ont été installés. On avait 30 structures agréées dans le système, donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Dans ces 30 structures, il y en avait 8 qui n'avaient jamais répondu à aucun marché public. Il y en avait 12 de l'ESS. Elles peuvent être les mêmes, des fois, je ne sais plus. Voilà, et les marchés infructueux, on en a parlé. Et on a gagné le prix, comment il s'appelle ? Le prix de l'achat exemplaire d'achat public. Donc on était assez fiers. J'ai du mal à le sortir, mais on était assez contents de nous. C'est Marc, c'est le directeur. C'est lui qui est allé le chercher à Paris. On ne parle pas. Est-ce qu'au-delà des chiffres, vous pouvez nous parler peut-être de la dynamique que ça a créé en interne, est-ce que ça a fait des petits? Parce que donc il y avait le petit totem ici. Est-ce que c'est des choses qui se développent en interne maintenant sur les achats de mobilier aussi? C'est des sujets, effectivement, là, on se pose la question de voir sur quel projet on pourrait... Voilà, parce que là, c'est un gros projet, un projet d'envergure, celui du totem. On parlait de chiffres tout à l'heure, c'est un projet à 13 millions d'euros, la réhabilitation du site, donc c'est pas rien. Des projets comme ça, on n'en aura pas. Mais peut-être, y compris pour pouvoir que les acteurs locaux puissent y répondre, des projets à plus petite échelle, c'est quand même intéressant. Et puis au-delà de l'agglomération, et c'est un sujet qu'on a abordé au niveau de l'économie circulaire sur tout le mandat précédent, c'est comment on travaille à cette acculturation de l'ensemble des élus d'un territoire, puisqu'il y a effectivement l'agglomération avec un certain nombre d'opportunités, il y a la ville-centre avec Saint-Brieuc qui a des projets de réhabilitation, il y a le projet d'une autre friche en centre-ville de Saint-Brieuc avec la friche Allende, on verra ce qui sera finalement décidé, mais sur lequel il peut y avoir des projets. Donc d'embarquer cette dynamique de l'équipe, alors il y a l'équipe effectivement des marchés, mais pas seulement, parce que c'est un travail transverse avec la direction aménagement où on a les archis de l'agglomération qui sont là. C'est comment on embarque un peu tout le monde. La direction des déchets, parce que cette question d'économie circulaire, c'est aussi moins de déchets. Enfin, c'est beaucoup de sujets, un gros travail transverse. Et puis un des enjeux aussi, c'est d'embarquer nos 32 communes, puisque l'agglomération, c'est aussi 32 communes, c'est un territoire. Donc voir comment, sur des petits projets, eh bien, certaines communes pourraient rentrer. Et puis comment les services marchés de l'agglomération pourraient accompagner les services marchés de villes plus petites à construire ce type de projet. Et ça, c'est extrêmement intéressant, quoi. Super. Je pense que ça résume bien la puissance de la maîtrise d'ouvrage, en fait, et de l'impact qu'elle peut avoir sur le territoire. Donc, bravo pour ce projet à tous. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à partager, on va faire tourner les micros. Bonjour, Bérangère Trénit de la mairie de Vannes. Ma question, vous avez parlé de chiffres, vous nous avez donné quelques chiffres clés, mais en termes de financement, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher? Qu'en est-il? Ouais, il y a l'espoir que ce soit moins cher. Non, c'est pas dans la globalité, c'est pas moins cher, c'est pas particulièrement plus cher non plus. Voilà, faut savoir pourquoi on le fait. On le fait pas pour faire les fonds de tiroir et gagner de l'argent. On le fait parce que ça fait vivre une filière, parce que c'est plus durable, parce que c'est plus intéressant, parce que c'est beau, voilà. Mais on le fait pas pour gagner la moitié du prix, c'est pas vrai. Sur certaines fois, certains achats, oui, on va se dire tiens, sur ce marché-là, oui, c'est moins cher que le neuf. Et puis d'autres où parce qu'il y a un travail derrière, c'est pas à la chaîne. Enfin, donc forcément, on paie les gens, mais on paie les gens qui sont dans le secteur aussi, en général. Donc voilà. Et il y a différentes gammes de réemploi, me souffle ma collègue, effectivement. Peut-être, Sophie, tu veux rebondir sur
les prix du mobilier upcyclé. C'est vrai qu'on distingue souvent les prix du réemploi qui s'apparenteraient à ce qu'on appelle de l'occasion, où là on s'attend effectivement à avoir des choses moins chères. Est-ce que tu peux nous dire comment peut-être vous vous positionnez par rapport au prix du neuf, on va dire de moyenne gamme en neuf? Oui, nous on a fait des comparatifs, parce que ça fait quand même pas mal d'années, on fait du réemploi en aménagement intérieur et en exposition. Et du coup, on a pu comparer un peu notre temps de travail, les allers-retours, la collecte, la dépose, etc. Et on en est venu au fait que c'était le même prix. Enfin, à peu près le même prix selon ce qu'il y avait à faire sur chaque mobilier. Mais voilà, par exemple, les banquettes, les poufs qu'on a pu réaliser aussi ici, qui à la base sont du réemploi. Il y a quand même le tissu aussi qui est refait. Donc, on a travaillé avec une couturière locale. Donc au final, ça revient, c'est à peu près les mêmes tarifs. Ouais. C'est le constat qu'on avait fait sur l'aménagement de l'espace jeunesse de Bain de Bretagne aussi, où pourtant il y avait beaucoup d'upcycling et ils étaient arrivés à, je sais plus, quelque chose comme peut-être 5% en dessous du prix, du budget qu'ils avaient estimé en neuf. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, bonjour. Autant vous avez évoqué la comparaison. Ah pardon. Sophie Audrin, Société Audrin Saint-Brieuc, mobilier professionnel, on a participé à l'aménagement. Merci. En termes de sécurité ou code du travail ou code ERP, concernant par exemple une porte qui est réutilisée en table de réunion, est-ce que vous avez un retour aussi sur en cas de soucis? Est-ce qu'il y a des tests de sécurité sur ces produits? Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet? Alors, je peux répondre si personne ne répond. Moi, j'ai quelques réponses sur les normes feu, notamment, où... alors déjà, il faut savoir quel est le classement feu de votre bâtiment, parce que tout le monde n'est pas un centre commercial ou une salle de cinéma où on va être classé en M1. Ici, je ne sais pas si vous connaissez le classement du bâtiment. Ouais. Mais en tout cas, c'est important déjà de vraiment savoir dans quel espace est-ce que vous allez mettre votre mobilier et de ne pas être plus royaliste que le roi en fait sur les aspects normatifs et vraiment de savoir ce à quoi vous allez devoir répondre. Et après, les classements feu aujourd'hui par les acteurs du réemploi, ils sont adressés par des épaisseurs de bois, donc qui vont faire la résistance au feu, ou alors ils vont être sur les tissus avec des tissus neufs pour lesquels on aura le PV en fait du fabricant sur le classement feu pour faire ça. Donc aujourd'hui, c'est des sujets sur ces aspects normes feu qui sont assez faciles et très bien intégrés en fait par les acteurs de l'upcycling breton. Donc je dirais que c'est plus vraiment des sujets. Après, je crois qu'il y a d'autres normes effectivement sur les mobiliers pro, sur l'éblouissement par exemple, sur des bureaux blancs où là j'avoue qu'on ne s'est jamais trop posé ce genre de questions-là. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie, ou vous aviez des thématiques plus précises? Si je peux compléter aussi, sur les normes feu, par exemple, nous, tout ce qu'on peut récupérer dans les musées, souvent, ils ont les factures d'achat. Donc, en fait, on a l'historique, on a la traçabilité du matériau qu'on va pouvoir fournir au client suivant qui va récupérer ça. Et en effet, les tissus, on peut les ignifuger, enfin, le bois aussi. Donc, c'est sur ça on va pouvoir apporter de la sécurité. Et sinon, l'avantage aussi d'être à côté, c'est que s'il y a un problème, une fois que le mobilier est livré, on a quand même une garantie derrière, on peut repasser pour faire des modifications. Oui, non, c'était justement en cas de problème. Si par exemple quelqu'un s'assoit ou se pose sur la table, ça peut arriver. Hein. Donc notre fournisseur qui est présent aujourd'hui fabrique avec des angles, il y a des tests bien spécifiques qui sont réalisés pour éviter justement les blessures potentielles. Donc c'était ça ma question. Plus. Combien de personnes sont tombées? Bon, pas de chiffres là-dessus. Oui, on a une autre question ici. Bonjour, Diane Lemarié, je suis acheteuse en fait sur la ville de Quimper et Quimper-Bretagne occidentale et je m'occupe particulièrement des achats pour l'enfance et la petite enfance
en l'occurrence. Et justement, moi, ce qui m'arrête beaucoup dans le réemploi, c'est les normes petite enfance, qui aujourd'hui ne sont pas du tout garanties, en tout cas dans le process que j'ai pu sourcer. Et ça pose problème en fait, parce que là on est entre un choix, soit on privilégie la préservation de la planète, soit on privilégie la sécurité des enfants. Bon, personnellement j'ai opté pour les enfants, mais du coup c'est un petit peu cette problématique où on ne doute pas forcément de la conformité in fine, mais où finalement elle n'est pas démontrée en fait. Et du coup en cas de problème, il n'y a pas d'opposition possible en fait, puisqu'il n'y a pas de normes certifiées en fait. En certifiant normes petite enfance, j'entends, hein, pas normes classiques évidemment. Quelqu'un veut répondre ? Des fois, j'ai pas vraiment de réponse, hein, mais je sais que les structures, enfin les entreprises classiques se mettent quand même de plus en plus à faire aussi. En tout cas dans les mobiliers classiques, peut-être qu'il faut aussi aller les chercher un peu là et voir ce que eux peuvent proposer si ça se perd après ou enfin qu'il y a quelque chose à se construire à ce niveau-là, je sais pas. Je me permets, Frédéric Gégou, Mobibureau, je vais me permettre de répondre sur cette partie-ci. Au niveau des normes de tout ce qui est scolaire, il faut faire attention au niveau des évolutions entre le sourcing et les mobiliers neufs. Il y a eu des hauteurs qui ont bougé. C'est ça ? Oui. Ouais. Ouais. Les dimensions sont un peu différentes. Donc il faut faire attention à ça. Pour répondre partiellement sur ce sujet, on a une structure à Lorient qui fait du reconditionnement de matériel de petite enfance, qui équipe aujourd'hui plutôt des assistantes maternelles avec du mobilier pro. Après, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que en fait, sur le mobilier de petite enfance, aujourd'hui, on est plutôt sur des notions de réemploi. Et en fait, ces mobiliers-là, ils sortent d'usine. Donc effectivement, il faut vérifier s'il n'y a pas eu des différences de taille. On a le cas aussi sur l'écartement des barreaux, notamment sur la literie. Bien sûr, ça sont des choses qui sont assez facilement vérifiables en fait. Et donc cet acteur qu'on a à Lorient qui s'appelle la Chouette Cop travaille a vraiment tout un processus de vérification, à la fois sur ces aspects-là d'écartement de barreaux, à la fois sur des rappels produits aussi qui auraient pu avoir par les fabricants. Et bien sûr, un processus d'hygiénisation et de nettoyage. Après, on a aussi d'autres acteurs qui sont venus reconditionner, remettre en peinture avec des peintures écologiques normées, des mobiliers de crèche qui étaient un peu anciens, avec des couleurs un peu désuètes, où en fait ça leur a mis un coup de frais incroyable, où du coup on peut aussi travailler à partir de mobiliers qui eux-mêmes ont été certifiés et en réappliquant des peintures avec des procès-verbaux. J'ai pas entendu, excusez-moi. Ah oui, alors là, on était passé plus par des peintures écologiques, je crois, mais en tout cas, on a des acteurs aussi qui peuvent travailler avec des vernis, par exemple, qui sont OK pour le contact alimentaire, qu'on va retrouver notamment sur la petite enfance. Ouais. On a encore un peu de temps pour les questions. Solène Teidec de Quimper-Bretagne occidentale. Moi, j'avais une question par rapport aux lots qui ont été infructueux. Est-ce que vous les avez relancés en réemploi ou est-ce que vous les avez relancés en neuf ? Du fait peut-être d'un délai un peu court des fois qui... Ça dépend lesquels. Je crois qu'il y en a eu de complètement abandonnés. On se dit, c'est pas grave, on n'aura pas ça pour ce qui n'était pas forcément essentiel, en se disant peut-être ce sera plus tard. Il y a une partie où on a relancé dans le même système et du coup c'était aussi du réemploi. S'il y a eu du neuf après, c'est bien possible, mais ce serait vraiment Je réfléchis. Ouais, je pense que c'était vraiment un critère important de ne pas aller sur le neuf, sur ce qu'on voulait, et de refuser l'alternative du neuf. C'était un parti pris.
Anna Le Chartier de Rennes Métropole. Je voulais savoir à peu près en termes de délai entre le démarrage de ce projet donc concrétisé dans la pensée, on va dire, et la réalisation concrète. Ça a mis à peu près combien de temps? Alors, le sourcing a pris 6 mois. Ouais, j'étais pas là, c'est pas moi qui ai fait, c'est ma collègue. Le sourcing a pris 6 mois. Ensuite, tu veux parler du sourcing? Non? Vas-y, ma collègue va vous parler du sourcing. Elle ne veut plus parler du sourcing. Donc oui, 6 mois de sourcing. Ensuite, il y a eu cette phase-là de trouver les catégories, recenser bien tel mobilier, etc. Enfin voilà, c'était un gros travail ça, de faire étage par étage. Voilà, on va mettre des tables là, des fauteuils là, on en veut 3, on en veut 10. Enfin, ça a été vraiment un gros travail de l'équipe qui a monté ça. Ensuite, la rédaction, ça a pris un petit peu de temps. Je dirais peut-être un mois et demi, parce que c'était un peu nouveau, qu'il fallait bien se caler, que tout le monde soit d'accord, notamment, enfin voilà, j'ai dit l'avancer à 40%, bon, bah, entre l'idée et l'accord, il faut attendre un petit peu que ça fasse son chemin, ce genre de choses. Après, on lance la première pub, il y a à peu près un mois de publicité. On agrée au bout de 15 jours, 3 semaines les premiers, et après on peut lancer les marchés spécifiques. Et à chaque marché spécifique, on allait très très vite. On avait un rendez-vous toutes les semaines avec ma collègue Mélodie Plantureux, qui n'est plus à l'agglomération, mais qui a porté ce projet de façon exemplaire et énergique. Et on avait un rendez-vous toutes les semaines, et toutes les semaines, on faisait les points de ce qu'il y avait à lancer, de ce qui était en publicité, de ce qu'il y avait à analyser, parce que ça a été quand même assez rapide sur un temps assez court. Et là, quand elle me disait une semaine, dans la semaine, c'était publié. On laissait un délai, je ne sais plus, je regarde les collègues, de 3 semaines. On ne laissait pas très longtemps de délai. 2-3 semaines, en 1 semaine ou 2, c'était analysé. Et puis, ça repartait pour la réponse et autres. Donc, on a essayé d'être assez efficace. Il faut dire que ça nous a pris, enfin, là, je parle aux collectivités, ça nous a pris énormément de temps. Alors, pas à plein temps, parce que j'ai un autre tas de véhicules qui me prenaient du temps aussi. Mais on a toutes les deux vraiment travaillé beaucoup. Alors, surtout au début. Après, il y a quand même une mécanique qui revient, parce que notre principe, c'était aussi d'essayer de faire des choses les plus efficaces possibles. On l'a vu pour les structures, mais aussi pour nous, parce que c'était du travail. Donc, au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe, et du coup, on est beaucoup plus efficace, on se pose moins les questions, etc. Mais quand même, ça a été assez chronophage, il faut le dire. Et quand on regarde le montant du marché comparativement au temps agent, on n'y est pas. Mais c'est une étape. Enfin, demain, on veut en refaire un autre, on passe 2 fois moins de temps. Donc, il faut passer par là. Et puis peut-être que vous prendrez moins de temps parce que nous, on a pris ce temps-là aussi. Mais il ne faut pas croire... on a cette idée-là que le système d'acquisition dynamique, je ne fais pas du tout une réponse courte, que le système d'acquisition dynamique, ça va vite pour tout le monde. Non, ça va vite en réponse, mais en fait, ça demande d'être très, très réactif. Même dans les signatures, enfin les circuits de signature, il a fallu des fois un peu dire il faut me signer vite, est-ce qu'il faut que je réponde sous tant de temps? Enfin, voilà, il faut vraiment que tout le monde soit bien au clair de ce qu'il doit faire et savoir qu'il faut être réactif. Mais ça s'est fait. Bon, on sent que ça demande beaucoup d'énergie, mais que ça vous en a beaucoup amené quand même. On a le temps pour encore 1 ou 2 dernières questions. Donc, Samantha Edek, Quimper occidental. Moi, j'aurais aimé savoir le sourcing. Vous dites ça vous a pris 6 mois, mais du coup, très, très concrètement, comment est-ce que ça s'est passé? Vous êtes allé rencontrer dans chaque structure chez eux? Est-ce que vous les avez sollicités pour qu'ils viennent vous rencontrer à la collectivité? Comment est-ce que... Alors, on a été à la rencontre de plusieurs structures. On a été visiter leurs locaux. On a été voir un petit peu, justement, pour voir ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, un peu, justement, les stockages, etc. Et on a également rencontré des entreprises qui sont venues nous voir
également à l'agglo. On a pu discuter, où ils ont pu nous montrer également leurs projets. Donc on a fait un peu les deux. Voilà. Ils sont venus, on y est allé et voilà. Combien on en a sourcé, pardon? Je n'avais pas entendu la fin de la question. Je ne sais plus. On a au moins rencontré une dizaine de structures vraiment sur place. Après, je sais pas, on a rencontré peut-être un peu moins d'entreprises qui sont venues nous voir. Sinon, on a pu avoir aussi des échanges un peu téléphoniques, des échanges par mail avec des entreprises. On n'avait pas le temps d'aller voir tout le monde non plus. C'était quand même assez chronophage. On s'est déplacé quand même dans toute la Bretagne. Donc, mais voilà. Après, on a d'autres agglomérations qui sont passées par des sourcings plutôt par le biais de webinaires. Où du coup, ils ont présenté leur marché. C'est des choses qu'on a organisées avec CRES, RESECO et TILAB aussi, où en fait, on est arrivé avec notre catalogue d'acteurs sourcing que vous pourrez retrouver à l'extérieur et aussi en ligne sur le site de la CRES. Et en fait, ça permet de porter à connaissance de ces acteurs votre marché, d'avoir un peu des retours sur une présentation un peu light, on va dire, où on ne dévoile pas tout, mais quand même suffisamment pour que les acteurs puissent se positionner. Et ça permet déjà d'avoir des premiers retours, d'avoir des gens qui se positionnent et de vendre un peu votre marché aussi auprès de futurs répondants. Donc ça peut aussi se passer comme ça. Il y a des acteurs qui ont fait des questionnaires, mais c'est vrai que la rencontre en vrai aussi, je pense, de voir ce qui se passait à l'atelier, ça vous a certainement permis de vous projeter sur des réalisations futures. Une dernière question ? Oui, bonjour, Morgane Fraga, designer d'intérieur spécialisé en emploi. J'avais une question par rapport aux structures. Est-ce que du coup, ça leur a donné envie de répondre à d'autres marchés publics? Est-ce que vous retravaillez avec eux en gré à gré ou autre? On va leur demander si ça leur a donné envie. Si vous retravaillez en gré à gré, le moins possible quand même, parce que la computation des seuils, on est une agglomération, donc on achète beaucoup de mobilier, donc non, normalement on passe pas trop de gré à gré. Mais après le reste, je sais pas. Oui, après, nous, dans la structure, c'est vrai que ça fait partie du quotidien de répondre au marché public, surtout que nous, on est plus spécialisés en exposition, donc on est obligé de passer par là. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir d'autres échanges par la suite avec Saint-Brieuc Agglomération. Et s'il y a d'autres marchés en système d'acquisition dynamique qui se présentent, je pense qu'on sera d'autant plus intéressés pour y répondre. Non, mais nous, effectivement, on essaie de porter une réflexion maintenant, effectivement, pour essayer de répondre en groupement, voir ce qu'on peut faire ou comment on peut se placer, mais sans écarter, effectivement, la relation en gré à gré, notamment. Et je pense que le travail que vous avez pu faire peut aussi se transférer vers d'autres collectivités qui nous avaient sollicité, en fait, pour l'aménagement de 2 salles de médiation en maison départementale. Et voulait passer par un marché public. Et c'est vrai que là, il y avait un écart qui était tel entre la réalité du marché, enfin la réalisation et le marché public, que ça ne nécessitait pas de rentrer dans cette démarche administrative. Voilà. Mais effectivement, nous, c'est de jongler sur les deux. Voilà, les petites collectivités qui peuvent être en direct, et puis effectivement d'aller vers des réponses en groupement. Peut-être pour apporter un éclairage sur les marchés qui sortent ou les marchés en gré à gré, sur les typologies d'espaces qu'ils ont aménagés. On a pas mal de maisons médicales avec les salles d'attente, il y a beaucoup de médiathèques, des espaces famille aussi, ou jeunesse qui s'équipent avec ce type de mobilier-là. Donc n'hésitez pas à réfléchir dans vos collectivités, quels sont vos prochains projets. Et qu'est-ce qui pourrait être équipé. Parfois, c'est les services techniques aussi qui sont équipés en réemploi avec des mobiliers où pas forcément d'accueil de public, donc ils ne sont pas forcément super regardants non plus, ils cherchent plutôt de la fonctionnalité. Donc réfléchissez à ça. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Bezit. Le mot de la fin pour cette table ronde, parce qu'après le programme est chargé. Non, mais effectivement, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, de
vraiment oser se lancer. C'est ça qui est quelquefois difficile de franchir le pas, parce qu'on a beau avoir inscrit cette volonté politique, il faut à un moment se dire, il y a quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, comme on dit, et qui va affronter et expérimenter, aller chercher les solutions. Donc c'est vrai qu'on avait l'avantage d'avoir une équipe investie au niveau des marchés. Ce travail transverse dont je parlais tout à l'heure, on parlait de Mélodie qui a été là sur ce projet, qui était à fond, et à Anne-Claire Gestin que je vois là-haut, qui était aussi très impliquée dans ce projet. Enfin voilà, des gens vraiment qui avaient envie de porter ce projet-là. Donc il faut réussir à croiser les regards, la volonté politique qui est nécessaire et indispensable pour ouvrir les possibles, parce que de toute façon c'est le nerf. Des gens vraiment convaincus et investis par cette volonté de travailler pour l'avenir de nos enfants, alors au quotidien dans les mobiliers adaptés aux normes, mais aussi pour l'avenir de notre planète, parce qu'on y travaille tous aussi, c'est aussi celui de nos enfants. Donc voilà, il faut vraiment cumuler cette envie politique et l'envie des salariés, des agents, de porter ces politiques-là. Et puis quand tout le monde va un peu dans le même sens, on arrive à faire de beaux projets tels que celui-là. Et donc vous allez pouvoir découvrir comment ça s'est traduit ici au Totem de la Baie. Très bien, merci à tous. Je vais repasser la parole sur l'orga.